Alors je suis Elsa Delanoux, je travaille pour l'ITAVI et également pour l'Institut de l'élevage et l'IFIP, donc les 3 instituts techniques des filières d'élevage. Et on vous propose avec François Attali de Terrena aujourd'hui une présentation d'introduction sur les nouvelles attentes des consommateurs vis-à-vis de l'élevage. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites de ce matin en introduction. L'objectif, c'est donc pour ma part de faire un état des lieux, un bilan de ces attentes des consommateurs. Et ensuite, François Attali prendra la parole pour insister, pour expliquer la manière dont le secteur professionnel peut s'en emparer et s'y adapter. Donc voilà, une présentation en 2 parties donc plutôt centré d'abord sur les perceptions de l'élevage par la société et ensuite je laisserai la parole à François Attali. Pour ma part, je vais centrer mes résultats sur le projet Accept qui s'est terminé en 2018. C'était un projet CASDAR piloté par l'IFIP, mais dans lequel les instituts techniques se sont impliqués et également d'autres partenaires, l'INRA, l'Université Rennes 2, pour le secteur de la recherche, des partenaires de l'enseignement et également les interprofessions. Je vais passer rapidement sur ces résultats parce que finalement, ils ont déjà été un petit peu évoqués il y a 2 ans aux dernières JRA et que, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de résultats qui ont déjà été exposés précédemment. Alors je vais commencer par poser une question quand même qui permette d'avancer. Est-ce que vraiment l'élevage est controversé ? En fait, si on se base sur des enseignements, des définitions qu'on trouve dans la sociologie, qui expliquent le phénomène de controverse, on se rend compte qu'on est vraiment ici face à un phénomène de controverse. L'élevage n'est pas le seul secteur qui est controversé. Il existe des controverses sur plein de sujets. Ce qu'on se rend compte, c'est que généralement, c'est un peu tout le temps la même dynamique, le même processus. Et ça aide un petit peu à comprendre ce qu'on a actuellement, ce à quoi on doit faire face actuellement. La controverse, c'est un conflit qu'on dit public. Donc, je précise, un conflit, donc on a 2 parties en opposition. Donc, très schématiquement, dans le cas de l'élevage, on aurait d'un côté le secteur associatif qui a tendance à critiquer l'élevage et de l'autre côté, le secteur de l'élevage, le monde de l'élevage qui aurait tendance à se défendre. C'est bien sûr une manière de voir un petit peu schématique, même très schématique, parce qu'au sein même de ces 2 univers en opposition, les avis, les points de vue ne sont pas homogènes. Au sein de l'élevage, c'est facile à comprendre. On n'a pas tous la même vision pour l'élevage de demain. Il suffit, par exemple, de regarder la diversité des syndicats agricoles qui parlent pas souvent d'une même voix. Sur ce sujet-là, des attaques des associations, ils ont tendance justement à parler d'une même voix. Et ensuite, les associations elles-mêmes ne sont pas toutes homogènes dans leur point de vue et dans leurs ambitions pour l'élevage. Certaines d'entre elles militent pour une amélioration de la prise en compte de l'environnement, quand d'autres, c'est une amélioration de la prise en compte du bien-être animal. Au sein de celles-ci, on a des associations qui souhaitent juste une amélioration des pratiques, quand d'autres souhaitent la fin de l'élevage. Ce ne sont pas toutes les mêmes associations. Ensuite, c'est un conflit qui est public, c'est-à-dire qu'on va chercher à exposer ses arguments et ce n'est pas un conflit qui se déroule dans un cercle fermé. C'est le public qui va juger. Ça, c'est un point important. J'y reviendrai après. Et ensuite, une controverse, enfin, se structure autour d'incertitudes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'élevage est actuellement une activité qui suscite des incertitudes et qui ne met pas tout le monde d'accord, ce qui, du coup, permet l'émergence de points de vue divergents ou différents, en tout cas. Donc, je disais, c'est un conflit public. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu d'une controverse à bien comprendre, c'est que dans une controverse, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de rallier le public à sa cause. Et pour rallier le public à sa cause, il peut y avoir plein de stratégies différentes. Bien sûr, avoir des bons arguments qui sont convaincants, pertinents et convaincants pour réduire cette marge d'incertitude. Et c'est là que la science est beaucoup sollicitée dans une controverse pour produire des références, pour produire des preuves. Mais également, on a des stratégies de contrôle de l'image pour gagner la confiance du public. Parce que finalement, on peut avoir les meilleurs arguments possibles. Si le public ne fait pas confiance en l'acteur qui les émet, ils n'auront pas d'impact pour convaincre.
Et ensuite, on va avoir des stratégies pour publiciser le débat. On dit publiciser le débat, c'est-à-dire essayer de médiatiser les arguments, de concerner un maximum de public, ou au contraire, de le restreindre au sein d'acteurs qu'on considère comme légitimes à débattre. Et enfin, le dernier point à comprendre sur le processus d'une controverse, c'est que c'est un processus créatif. Créatif parce que, en fait, on est actuellement dans un climat, même si on fait beaucoup appel à la science dans une controverse, on est dans un climat de méfiance envers la science, envers les élites. On a tendance à critiquer la production scientifique, à en douter, et c'est ce qui permet l'émergence d'une controverse. Et tous ces débats, finalement, on se rend compte que sur un temps long, vont aboutir à la construction de nouveaux consensus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce qui est en train de se jouer, c'est une nouvelle définition du sens de l'élevage au sein de la société dans son ensemble. On est sorti d'une définition de l'élevage qui se faisait au sein de l'élevage, avec les acteurs de l'élevage. Aujourd'hui, le reste de la société donne son avis et a envie de participer à cette construction de l'élevage de demain. Donc je disais l'élevage source d'incertitude. Pourquoi ? Dans le cadre du projet Accept, on a essayé de rencontrer les acteurs qui s'expriment sur l'élevage. Donc y compris le monde de l'élevage, le monde professionnel, mais aussi les associations, les acteurs qui critiquent. Et on s'est rendu compte que dans leurs arguments, on retrouvait différents points de cristallisation des débats, des sujets qui font débat et qui finalement traduisent une incertitude. Tous ces sujets, on peut les regrouper en 4 grandes thématiques. L'environnement, le bien-être animal, l'aspect sanitaire et le mode de production. Et en fait, j'ai mis tous ces mots-clés en réseau parce que finalement, dans les argumentaires des acteurs, les sujets sont mélangés, se font référence, et on a finalement très peu d'acteurs qui ne travaillent uniquement que sur la question des antibiotiques ou du bien-être animal. Les associations de protection de l'environnement ou du bien-être animal, des fois, divaguent un petit peu ou glissent, leur argumentaire glisse vers d'autres thématiques pour essayer de convaincre le plus de gens possible. Et en mettant encore une fois en lien toutes ces références, tous ces liens qui sont faits dans les argumentaires entre les différents sujets de débat, on se rend compte que les points qui sont systématiquement évoqués sont le logement des animaux, en particulier plein air ou élevage en bâtiment, et le système intensif, le mode de production. C'est-à-dire que ces points-là sont systématiquement abordés dans les arguments et que ce sont finalement les enjeux principaux auxquels les filières doivent réfléchir, la manière dont on loge les animaux et la manière et le modèle de production. Et enfin, donc l'ensemble des travaux qui ont été menés dans le cadre de ce projet Accept, qui a duré un peu plus de 3 ans, nous a permis de dresser une typologie des profils de citoyens français en fonction de leur perception de l'élevage. Et donc, c'est une typologie qui a été construite à la fois qualitativement, mais aussi statistiquement. Donc, on a 10% de notre échantillon qui n'est pas classé, parce que, en fait, tous les autres petits personnages qui sont classés ici ressemblent à 80% dans leur réponse au groupe dans lequel ils sont placés. C'est-à-dire que la typologie est assez robuste, mais on a quand même 10% des gens qui ressemblent un petit peu à 2 groupes, donc il était difficile de les classer fortement. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la moitié de notre échantillon, nous l'avons classé dans un groupe qu'on a nommé progressiste. Ce sont des gens qui ne sont pas contre l'élevage, au contraire, qui soutiennent même une diversité des modes de production, qui consomment des produits animaux, qui ont envie de continuer à en consommer, mais qui ont besoin d'être rassurés. Parce que leur caractéristique principale, c'est qu'ils déclarent méconnaître l'élevage et avoir besoin d'informations. À l'heure actuelle, les informations principales qu'ils reçoivent par les grands médias nationaux sont plutôt des informations plutôt anxiogènes, ce qui explique une inquiétude au sein de ce groupe de citoyens. Ensuite, le deuxième groupe en termes de proportion sont les alternatifs, donc 24% de l'échantillon, sont ici des personnes qui sont fortement opposées au modèle de production intensif. Ils ne sont pas contre l'élevage, ils sont contre le modèle intensif qu'ils perçoivent comme industriel.
Donc ces gens-là consomment des produits animaux, mais plutôt en modérant leur consommation. Ils ne sont pas contre le principe de l'élevage, mais ils souhaiteraient un développement de l'élevage biologique ou d'autres modèles alternatifs. Le troisième groupe est un groupe qu'on a nommé les compétiteurs. C'est un groupe assez typique parce que c'est le seul groupe qui nous déclare plutôt bien connaître les filières d'élevage. C'est là des gens qui souhaitent que l'élevage français gagne en compétitivité, augmente sa production et augmente ses exportations pour économiquement être compétitif sur les marchés internationaux. Et donc là, voilà, je disais c'est typique parce que c'est des gens qui déclarent plutôt bien connaître les filières. Étonnamment, on a un groupe de sans-avis qui ne représente que 3% de notre échantillon. On s'attendait à avoir beaucoup plus. Ça veut dire qu'on n'a que 3% de notre échantillon de gens qui, clairement, ne se préoccupent pas de leur alimentation. Alors encore une fois, on est sur du déclaratif. Hein. Tout ce que j'expose ne traduit pas des comportements de consommateurs, mais vraiment des visions de citoyens. On n'a que 3% des gens qui, dans leur réponse, ne se prononcent pas, ne savent pas, déclarent ne pas avoir d'intérêt pour la question et ne pas avoir envie d'avoir davantage d'informations. Et enfin, on a un groupe, là aussi très typique, mais très minoritaire, 2% de personnes qu'on a nommées les abolitionnistes, qui sont ici des personnes qui sont choquées par le principe de l'élevage. Donc c'est des personnes qui considèrent qu'il est immoral de mettre au monde des animaux, de les élever et ensuite de les mettre à mort pour en consommer leur chair. Ils sont vraiment choqués par le principe, philosophiquement presque. Et ça représente que 2%. Au sein de ce groupe-là, on a au sein de l'échantillon complet, on a 0,1% de notre échantillon de personnes qui se déclarent véganes. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que finalement c'est un groupe dont les points de vue sont très médiatisés, mais qui concrètement est très minoritaire. Je précise que cette étude a été réalisée en 2016 et on a réactualisé certains de ces résultats en 2018 et que les proportions restent les mêmes et les chiffres ont assez peu évolué. Donc pour finir, j'insiste sur le groupe des progressistes qui constitue vraiment la cible de la controverse. C'est-à-dire que le groupe ici, qui est dans l'incertitude, dans l'inquiétude et à qui il faut apporter des réponses et des rassurances, c'est ce groupe de progressistes, de gens qui consomment des produits animaux, qui soutiennent l'élevage, mais qui souhaiteraient globalement une amélioration des systèmes sur des points qui sont assez difficiles pour eux à définir clairement, mais un petit peu plus de bien-être animal, un petit peu plus d'environnement, mais des gens qui ne connaissent pas bien les pratiques et qui sont intéressés par le sujet. Voilà pour ce bilan des perceptions de la société. Et je laisse la parole. Merci. Bon, je vais prolonger en essayant d'éclairer dans une certaine mesure cette controverse en la remettant dans un contexte qui est un contexte social et d'attente du consommateur. Je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'on est aujourd'hui dans un monde particulièrement anxiogène, parce qu'en fait, on est dans un changement de paradigme, et parce que, et les deux vont ensemble, parce qu'on a devant nous des vrais problèmes à résoudre, et dont on n'est pas très sûr d'avoir les capacités de les résoudre, et de se mettre ensemble pour les résoudre. Les 4 problèmes, parce qu'après on pourrait aller plus en profondeur par rapport à ça, mais les 4 murs, dans une certaine mesure, qui sont devant nous et dont on a tous conscience, c'est l'environnement. Voilà. On a conscience d'une vraie problématique environnementale, climatique devant nous, dont on sait que si on ne change pas nos paradigmes, elle ne devrait que s'amplifier. On a d'énormes problèmes sanitaires qui sont là aussi devant nous, qui sont de plus en plus, dont on comprend de plus en plus qu'ils sont liés à l'environnement. Et dans l'environnement, l'alimentation est capitale, à la fois comme cause et comme effet. Quand je parle de problèmes sanitaires, c'est l'explosion des maladies immunitaires, des allergies, du diabète, des cancers, voilà, qui sont devant nous, qui vont coûter cher à la société et pour lesquels, au fond, on n'a pas beaucoup non plus de solutions d'éradication des causes.
Je vais donner juste un exemple. Il y a beaucoup de débats, par exemple, sur le cancer. Il faut savoir que le nombre de cancers augmente. Donc souvent, on est un peu aveuglé par le fait que la mortalité du cancer diminue, parce qu'on soigne de mieux en mieux le cancer. Mais le nombre de cancers, au contraire, augmente énormément. Voilà, c'est juste pour mettre les chiffres en regard. Et puis d'un autre côté, je pense qu'on a deux autres problématiques qui sont au moins aussi importantes. C'est qu'on est en pleine crise de fracture sociale. Et je dis toujours, autant culturelle qu'économique, et une partie des controverses s'entretiennent de ces fractures sociales. Et avec des quiproquos énormes qui d'ailleurs se traduisent entre autres par les décalages entre les effets médiatiques d'un certain nombre de mouvements et la réalité, et qui nous relient au quatrième pilier des problèmes qu'on a à faire face, c'est la crise de la confiance, qui est pour moi une crise de la représentation. Alors la crise de la représentation, on peut en donner plein d'exemples. Je ne pense pas d'abord à la représentation politique, je pense d'abord à la représentation marchande et médiatique. La première crise de la représentation, c'est ce qui vient d'être évoqué, c'est que 1% de la population, même pas 1% de la population, peut donner l'impression à l'ensemble des acteurs d'une population qu'il y a un problème, alors que c'est eux qui génèrent ce problème. Donc il y a une sorte d'inflation du discours par rapport à la réalité qui fait qu'au fond, quand on a ça, il y a toujours le sentiment que ce qui est dit ne correspond pas à ce que je vis, mais en même temps, avec ce qu'on appelle une volonté de réduire la dissonance cognitive, c'est d'être tenté de s'approcher de ce qui est dit pour pas que cette rupture soit aussi forte. L'autre moteur de la crise de la représentation, on en est tous largement responsables, et les premières victimes, c'est sans doute les scientifiques, paradoxalement. Quand je dis on est tous responsables, c'est qu'on entretient un décalage entre ce qu'on dit, les images de ce qu'on fait et ce qu'on fait. Et de tous les côtés. Alors, comme je suis directeur marketing depuis des dizaines d'années, je fais partie des gens les plus responsables de ça. C'est-à-dire, au fond, au lieu de communiquer sur la réalité avec les consommateurs, on communique sur et au travers des représentations qui le titillent, qui le stimulent, qui le motivent. Quitte à ce que ces représentations soient de plus en plus éloignées de la réalité. Et puis en face de ça, parce qu'il y a cette rupture, on a des acteurs qui, eux aussi, se deviennent complices de cette trahison, parce que j'emploie le mot trahison, parce qu'en fait, la rupture de la représentation aujourd'hui est vécue comme une trahison collective. Et dans la trahison collective, plus personne n'a confiance en personne, et il est très facile de devenir les otages de mouvements ou de prises de parole qui font prendre la partie pour le tout. Quand je dis qu'on est tous responsables, c'est évidemment que quand en communication on présente la filière volaille au travers d'images où on a 3 poules qui se baladent dans la campagne comme des images de Martine à la campagne, on triche. On triche entre le contenant et le contenu. Et puis dans un premier temps, on n'en voit pas les effets, on n'en voit que les effets positifs. C'est que ça mobilise et c'est pas très important. Et puis quand on est acteur nous-mêmes, on triche aussi parce qu'on ne dit pas que ce n'est pas vrai. Puisqu'on profite de la situation, on laisse courir ces images. Et au fond, on crée une rupture énorme entre ces images et la réalité. Et il est très facile après pour d'autres acteurs de venir dénoncer cette rupture en prenant eux aussi des images qui ne révèlent pas la réalité, mais prennent encore l'arbre pour la forêt et qui dénoncent à partir de quelques images l'idée de ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, au nom d'une tromperie collective et d'une trahison collective. Et en fait, on embarque tout un débat, des controverses, mais pas que de controverses, dans cette rupture de charge qui fait qu'à un moment, il faudra sans doute s'interroger sur la façon dont on peut relier ce que j'appelle le contenant au contenu, les images à la réalité, de telle sorte que justement la réalité à laquelle s'attellent les scientifiques dans leur volonté de la connaître et de la décrire puisse retrouver un niveau de crédibilité qu'ils sont en train de perdre, puisque de toute façon, le sentiment collectif, c'est qu'on nous cache la réalité, qu'on nous a trompés sur la réalité. Donc les premiers à nous avoir trompés, c'est ceux dont c'était la vocation, c'était de s'atteler à la réalité. Ce qui est un paradoxe, une aporie terrible, mais c'est quand même là-dedans qu'on est aujourd'hui. Dans ce contexte, en fait, on est aussi on a à traiter d'une multitude de demandes. Je pense qu'il y a un axe qui traverse toute la société, c'est comment produire et consommer autrement. C'est un axe qui nous traverse, sachant qu'on joue beaucoup à la patate chaude. Et dans la patate chaude, en général, ceux qui sont le plus acculés,
c'est ceux qui produisent. C'est-à-dire, c'est comme si la société demandait aux producteurs de produire autrement, sans être directement concernés dans ses comportements. Elle peut l'être dans les discours, mais pas tant dans les comportements. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure du paradoxe de la consommation. Voilà, dans le discours, on demande beaucoup de produits naturels, mais dans la réalité, on consomme de plus en plus de produits élaborés qui sont exactement aux antipodes des images véhiculées par la demande. Voilà, on est dans ce paradoxe. Il ne faut pas dire qu'on en sortira en levant les contradictions, c'est plutôt en trouvant des solutions par le haut qui font que, au fond, c'est le cheminement naturel. Et que si une tendance de fond, c'est bien de consommer des produits élaborés, à laquelle répond une angoisse, qui est je ne sais plus ce qu'il y a dans les produits élaborés. Mais ce n'est pas l'inverse. Voilà. Et qu'au fond, il faut toujours étudier et comprendre plus les comportements que ce que disent les gens, qui sont des histoires qu'on se raconte pour justifier les angoisses et les préférences qu'on a. Et puis en face de ça, on a des problèmes d'environnement. Et quand je dis un problème d'environnement, je suis plus sur la case que j'évoquais tout à l'heure des risques climatiques, mais du nouvel positionnement de l'être humain par rapport à l'environnement. Voilà. Il y a une rupture qui est en train de se produire qui fait que l'être humain, c'est une rupture dans la conception occidentale du monde, que l'être humain ne peut plus ad vitam aeternam se considérer comme en surplomb du monde, mais fait partie du monde, fait partie de son environnement, et qu'il doit réfléchir à sa façon de l'utiliser pour les années à venir. Et ça remet en cause beaucoup de nos paradigmes. Et avec une demande de consommation qui elle-même est à la fois, je vais dire, micro et macro. Micro, c'est comment mieux vivre et comment mieux manger pour mieux vivre, qui est elle-même paradoxale, parce que le discours ambiant dit que le mieux vivre, c'est la santé, mais la réalité de tous les jours, le mieux vivre, c'est aussi plus de plaisir, plus de simplicité. Et je ne prends que ces trois éléments, ils ne sont pas toujours en synergie les uns avec les autres, ni dans la réalité, ni surtout dans les cerveaux humains. Et puis on a une vraie problématique, c'est qu'on a devant nous une population planétaire qui augmente. Les chiffres les plus bas envisagent 9 milliards d'habitants en 2050. Et au fond, on va devoir répondre à cette demande qui augmente, probablement en remettant en cause les paradigmes de l'utilisation du vivant qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, ce qui rend les choses très difficiles et problématique. Et puis, dans cette évolution, je vais passer très vite là-dessus, mais c'est quand même important qu'on l'ait en tête, il y a la représentation de l'alimentation qui a complètement changé au cours de ces 50 dernières années. Au fond, on est les héritiers d'une représentation de l'alimentation qui était substantielle et qui se véhiculait par des noms. Voilà, on mangeait quelque chose qui avait un nom. On mangeait des bananes. Et puis progressivement, dans les années 70-80, c'est pas du tout anodin, de façon corrélée à la première crise énergétique, c'est vraiment pas anodin, on s'est mis à consommer de l'énergie. Et donc les aliments étaient au fond dépassés par leur dimension énergétique. Et en fait, je consommais à la fois une banane et sa traduction en calories. Et puis, depuis les années 2000, et là aussi, le monde, enfin, les choses avancent ensemble, on est passé d'une conception simpliste, la calorie, à une conception beaucoup plus complexe, que sont les nutriments. Et cette complexité, elle est en train de passer d'une notion des nutriments qui était une notion mécaniste à une notion qui est liée au vivant. Et au fond, on retrouve l'idée que la relation que j'ai avec l'alimentation est une relation extrêmement complexe et que les aliments que j'ingère sont vivants et rentrent en interaction avec le vivant de nos propres organismes. Ce qui est une façon de retrouver des imaginaires extrêmement ancestraux, c'est même une symbolique humaine qui fait que tout ce qu'on mange, on le mange, c'est du vivant qu'on mange. Il ne faut jamais l'oublier quand on a à traiter des questions de l'animal, que fondamentalement on mange du vivant et qu'on est très irréaliste dans nos fantasmes par rapport à ça, parce que personne n'a l'impression de manger des cadavres quand on mange de la viande. Voilà, donc on a aussi cette aporie humaine qui fait qu'au fond, on est persuadé de manger du vivant et que le vivant est donc fondamental dans les questions qui se posent aujourd'hui. Alors dans ce contexte, que j'ai essayé de passer le plus vite possible, le bien-être animal arrive. Et au fond, la question c'est pourquoi elle arrive maintenant et de quoi est-elle le véhicule ? Et est-ce qu'on ne se trompe pas parfois dans l'interprétation qu'on fait de ces préoccupations ? Et c'est pour ça que je pose tout de suite la question du lien entre ces questions sur le bien-être animal et la projection d'un mal-être humain. Alors évidemment,
dire ça, c'est poser la question, la double question, mais de qui parle-t-on? Quand on parle des animaux, de qui parle-t-on? Et quand on parle des animaux, est-ce vraiment des animaux dont on parle? Alors déjà, quand on parle des animaux, de qui parle-t-on? L'espèce animale est absolument gigantesque et je ne suis pas sûr que la population soit très préoccupée du bien-être animal si on parle des insectes. C'est quand même très intéressant parce que les élevages d'insectes se développent et je pense que quand le public va s'en rendre compte, il va plutôt avoir peur de contamination que d'être préoccupé du bien-être des insectes. Mais si ce que je vous dis est vrai, ça veut bien dire que dans les animaux choisis, dans notre préoccupation, il y a bien un lien qui nous lie à eux, et c'est ça qui doit nous interroger. Et au fond, ce lien, c'est un double lien, c'est un lien de proximité émotionnelle, même si elle est imaginaire, et un lien d'utilisation. Parce qu'au fond, la question, c'est comment élève-t-on les animaux pour les consommer? C'est ce que j'appelle l'utilisation. Et dans ces deux niveaux-là, on peut dire qu'il y a une part d'anthropomorphisme qui est sans doute extrêmement important. Et j'alerte beaucoup parce qu'on ne répond pas du tout de la même façon si on prend en compte ça ou si on ne prend pas en compte. Je pense que dans la question du bien-être animal, il y a aujourd'hui énormément la question du bien-être humain. Et qu'au fond, les animaux sont une surface de projection pour permettre aux hommes de remettre en question un certain nombre de paradigmes dont ils sont les premiers victimes. Et c'est plus facile de parler au nom des animaux que de parler au nom des hommes. Et ce mouvement est monté bien avant les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes sont une traduction de la revendication d'une prise de parole, de ceux qui n'ont pas la parole. Et les premiers à ne pas avoir la parole, ce sont les animaux. Et il y a une confusion des genres qui est importante. Si on n'en tient pas compte, on répond que de façon technique à la question du bien-être animal. Et on entérine le fait qu'on privilégie la question de l'animal pour résoudre les problèmes sans tenir compte du fait qu'il faut aussi résoudre la question des humains. Sinon, techniquement, on va répondre les animaux contre les hommes et en fait, on ne va qu'accroître la gravité du problème. Donc, les éleveurs le savent, bien sûr, puisqu'un certain nombre de contraintes apportées au fond, sont contre eux, dans une certaine mesure, peuvent être vécues contre eux, qui ne fait qu'accroître la rupture de représentation, la crise de représentation. Mais on peut parler des gens qui travaillent dans les abattoirs. Enfin voilà, il y a une sorte de mise en avant des animaux derrière lesquels il faut se dire il y a sans doute une plainte humaine qui est importante et qu'il faut prendre en compte et qui doit faire partie des réflexions qu'on doit avoir quand on veut repenser nos modèles, qui sont à la fois repenser nos modèles économiques et repenser nos modèles sociétals, et en tenant compte à la fois des attentes des consommateurs et des attentes citoyennes, dont une partie du paradoxe évoqué déjà vient de là. C'est-à-dire que mes désirs privés ne sont pas forcément mes désirs de communauté sociale, et on doit faire face aux deux à la fois. Sachant que ça veut dire, dans tous les cas de figure, qu'au fond, on est appelé à produire différemment et consommer différemment. Et qu'il faut répondre à ça. Et que sans doute, la première façon de répondre à ça, outre le fait de sortir de cette crise de la représentation, c'est de réussir à sortir du manichéisme dans lequel on est, qui voudrait opposer le monde économique à une nature totalement idéalisée. Parce qu'au fond, une partie de la controverse se nourrit de ça. Sachant qu'on est à la fois, on est dans le faux des deux côtés. C'est-à-dire chacun s'arc-boute sur des représentations qui sont des représentations sur lesquelles il faudrait pouvoir évoluer et en fait sur lesquelles on ne le fait pas. Mais il y a au moins autant de chemin à faire du côté des contraintes économiques et techniques que du côté d'une représentation de la nature totalement idéalisée, qui devient une sorte d'innocuité absolue et sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais il y a aussi beaucoup d'ambiguïté parce que ce qui est naturel dans la tête des gens, des êtres humains, c'est ce qui a toujours existé, c'est le fond de leur paradigme. C'est pas forcément le naturel au sens de la nature. Mais comme les deux sont confondus, là aussi, il y a souvent beaucoup de quiproquos. Alors comment répondre dans une situation difficile? Je pense qu'il ne faut pas répondre de façon exclusivement technique. Je pense qu'il ne faut pas répondre en étant sur la défensive. Je pense qu'il ne faut pas répondre en cachant les choses. C'est la pire des choses, de ne pas vouloir montrer parce qu'on a peur de la mauvaise réaction de celui qui voit. C'est la meilleure façon de lui donner le sentiment d'avoir été trahi à un moment ou à un autre. Et il y a suffisamment de gens sur cette planète pour venir titiller ces décalages pour que ce soit dangereux. Je pense qu'il faut qu'on arrive
producteurs-consommateurs, mais c'est-à-dire tous les citoyens, à travailler ensemble, et travailler ensemble dans le respect de la réalité. Le respect de la réalité, c'est d'abord que ce à quoi on s'engage soit compatible avec les réalités économiques et techniques. Sinon, c'est un leurre. Un leurre au moins pire, totalement inflationniste, qui fait que de toute façon, tous les problèmes nous reviendront en boomerang. Si on provoque une inflation générale, ce n'est pas vrai que les consommateurs suivront, et de toute façon, on recrée une passoire à l'importation de produits qui seront vendus moins cher. Il faut qu'on arrive à valoriser l'ensemble des actions qui sont réalisées. Donc c'est autre chose que des images, les actions. Il y a plein d'actions qu'on fait dans tous les coins. On ne peut pas les faire en images de marketing. Je dis toujours, changer une chaudière dans une usine, j'ai jamais vendu ni un pot de yaourt, ni un poulet en le mettant en avant, mais c'est parfois beaucoup plus efficace et en termes de bien-être et en termes d'effets énergétiques que d'autres faits mis en avant. Il faut rendre absolument le consommateur acteur et responsable de ses demandes. Et c'est en ça qu'il faut en faire un consomme-acteur. Et c'est aussi, il faut réveiller en lui une responsabilité de citoyen. Il ne peut pas être toujours dans une situation de plainte et de réclamation. On entretient beaucoup ça et c'est assez délétère. Et puis, il faut intégrer l'ensemble de nos enjeux sociétaux et de nos enjeux macroéconomiques. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de diffuser des solutions qui sont des solutions marginales. On ne peut pas rompre l'équilibre de modèle économique en disant qu'il y a des solutions alors que ces solutions ne sont applicables que sur une toute petite partie des marchés. C'est très pervers parce que ça fait que les gens croient que c'est possible et en fait on les met encore dans un effet de rupture par rapport au réel. Et puis essayons aussi collectivement de sortir de querelles idéologiques. Au fond, la querelle de la contrainte économique et de l'imaginaire idéalisé de la nature en fait partie. Au fond, ce sont des apories, c'est extrêmement délétère. Ça défait les liens sociaux. Essayons plutôt de développer ensemble une intelligence collective dans laquelle la science a évidemment une part très importante à apporter. Et ce sera, à mon avis, la seule façon d'essayer de reconstruire tout ensemble un monde dans lequel on peut tous coexister, à condition qu'effectivement il soit plus équitable. C'est le partage de la valeur, c'est le partage des valeurs économiques, mais aussi des valeurs culturelles. Et puis un monde dans lequel on arrivera à restaurer la confiance, parce que se passer la patate chaude au fur et à mesure du temps, ça ne fait que détruire tous les maillons de la chaîne sociale, et je ne pense pas que ce soit ce qu'on a de mieux à faire. Merci.